Bonjour, bonsoir à tous, ici Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match, double vidéo d'après-match. Malheureusement, j'ai pas pu faire l'enchaînement là. D'ailleurs, ça me servira de leçon pour une éventuelle qualification en Europe. Les semaines à 3 matchs, ça va être souvent, si on va en Europe, il va falloir que je m'y prenne autrement parce que du coup là, j'ai pris du retard. Donc c'est vrai que je suis un peu coincouille et que je dois faire les deux après-matchs à la suite. Le Racing Club de Lens face à Montpellier et puis le PSG face au Racing Club de Lens. On va commencer par Montpellier, on va quand même essayer de se dépêcher. La compo du match face à Montpellier avec Farines dans les buts ou qui remplace Medina un petit peu blessé, Danso et Gradit, et puis au milieu de terrain Doucouré, Seko Fofana, ça bouge pas. Klos était à droite et puis Machado à gauche. Pereira da Costa titulaire et puis une doublette Sotoka et puis Kalimwendo qui enchaînait donc encore une fois une titularisation. J'aimais beaucoup cette compo, c'était celle que je voulais voir depuis un moment avec une titularisation de Machado et avec cette victoire 2-0, j'ai pas été déçu. Clairement, on a montré de très très belles choses face à une jolie équipe montpelliéraine. Je vais y revenir après. Alors, c'est vrai que avec les deux après-matchs, ça risque d'être un petit peu rapide, mais parce qu'il y a pas mal de choses à dire et il y a de l'actu mercato. Donc voilà, une vidéo qui va être assez intense, mais c'est pas grave. On aime bien, on est Lens, on aime quand c'est intense. On va commencer par les notes du match face à Montpellier, puis une petite analyse de match dans la foulée. J'ai mis la note de 8 à Farines qui fait pour moi un très bon match. Il a été costaud dans ses prises de balles, surtout aériennes. Les dégagements au pied, c'est pareil, c'est toujours crescendo et moi je trouve qu'il monte en puissance. Il a fait une superbe parade sur la frappe impressionnante du gitan TJ Savanier. Franchement, c'est une très belle prestation de la part de notre ami Farines qui terminait son lot de deux matchs. J'ai envie de le revoir et pour moi c'est vraiment le gardien titulaire l'année prochaine. Il a une capacité sur sa ligne à faire des bonds de fou. Franchement, c'est un excellent gardien sur sa ligne. Après, dans les sorties aériennes, je l'ai trouvé mieux, mais c'est pas encore ça. Et puis le jeu au pied, faut qu'il s'améliore. Mais en tout cas, très belle prestation de la part de notre ami Farines. J'ai mis la note de 9 à Wu qui a été excellent sur ce match de Montpellier, dans ses prises de balles, dans ses dribbles, dans ses orientations, dans ses combinaisons avec Machado qu'il a souvent été chercher. Franchement, très intéressant. J'ai l'impression vraiment que c'est plus fort que Badé et c'est plus jeune. C'est un sacré joueur. Même s'il a peu de temps de jeu, en tout cas, c'est un joueur correct, avec un bon état d'esprit, un très bon gamin, c'est ce qui ressort un peu de son comportement dans le groupe. En tout cas, il a fait une excellente prestation. J'ai mis la note de 9 également à Danso, qui a été énorme dans ce match. Excellente prestation, vraiment, il est très costaud, il a mis l'ensemble des attaquants montpelliérains dans sa poche et depuis un moment, il met un peu tout le monde dans sa poche. D'ailleurs, la même note à Gradit, les trois sont à noter. Pour moi, la charnière a été excellente face à Montpellier. On a été très peu mis en danger, à part sur des frappes un peu folles du gitan Savanier, mais en tout cas une super charnière centrale, ça a montré pas mal de choses. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Seko Fofana. Il fait un très bon match, je trouve, de plus en plus sobre et de plus en plus intéressant dans ce qu'il montre. En tout cas, c'est vraiment le Seko qu'on veut voir
depuis un moment. J'ai mis également 8 à notre ami Doucouré qui fait un bon match aussi à la récupération. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Au niveau du piston droit, j'ai mis la note de 7 à Jonathan Klaus qui fait un bon match dans l'ensemble, même s'il est un peu moins décisif que les semaines d'avant, mais en tout cas je trouve qu'il est bien géré par Francaise et que son poste sélection en bleu est plutôt correct. En tout cas, voilà. Mais je mets 8 à Machado parce qu'il a fait un très bon match. Et je trouve que cette titularisation, cette première depuis un moment, a été très bonne. Il a été très bon défensivement, il a apporté dès le début du match, il fait une super passe décisive, mais il n'y a pas but derrière, mais la passe est magnifique. Il a été bon, correct, c'est vraiment très 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 propre. En tout cas, c'est du bon Machado, c'est le Machado que j'ai vu à Toulouse et que j'ai envie encore de revoir. En tout cas, il montre à Francaise que son absence a été un peu préjudiciable à la fin de la première partie de saison, le match à la fin de la phase aller, parce qu'il aurait été là, il aurait pu permettre une nouvelle solution, et peut-être qu'on aurait perdu moins de points. Voilà, c'est ce que je pense personnellement, et je pense que ces matchs-là, qu'il montre là à la fin de la saison, vont jouer beaucoup dans la balance, dans ce qui va se passer après au niveau du mercato. Pour moi, c'est une solution crédible à gauche en tant que titulaire, clairement. J'ai mis la note de 9 à Pereira da Costa sur ce match. Il a été excellent. Le but est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Alors, je suis désolé. Il n'y a pas ce décisif de Jonathan Klaus sur le match. J'avais oublié, oui. C'est pas bien parce que j'ai pu penser. Mais il fait un bon match, hein, Jonathan Klaus. Et il fait une passe décisive. C'est sa 10e sur un exploit personnel solo magnifique de Pereira da Costa qui s'offre un beau but, qui a été très bon dans ses choix, dans ses passes, dans ses dribbles, dans ses mises en position. C'est un excellent match du jeune qui a fait oublier totalement Kakuta. On se demande c'est qui, même si j'ai beaucoup de respect pour Kakuta la saison dernière qui a été exceptionnel. Le gamin lui a vraiment volé la vedette et a vraiment installé ses fesses dans le fauteuil de numéro 10 cette saison. J'ai mis la note de 8 à Sotoka sur ce match. Il a fait un excellent match, un très bon match, pardon, solide. Il a encore été partout, ses déviations de la tête ont été bonnes. Clairement, il a fait montre de beaucoup de bonnes choses. Je suis en train de chercher, j'ai mis la note de 5 à Kalimundo, match moyen. J'ai trouvé face à Montpellier très peu en vue, même s'il avait des bonnes capacités de dribble. C'est du moins bon qu'Alimundo. Mais après, comme il est très jeune, c'est logique qu'il soit un petit peu en dedans sur certains matchs. Donc voilà, j'irai pas plus loin personnellement. C'est pas dramatique en soi que Kalimundo n'enchaîne pas, il est très jeune, il faut le comprendre. Les rentrants, clairement j'ai mis 8 à rentrants, ou 3 rentrants, hein, que ça soit Frankowski, Berg ou Ganago. Berg parce que je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons, il est à l'origine du deuxième but sur une super déviation pour Frankowski, qui une fois n'est pas coutume, n'est pas du tout le même joueur à droite qu'à gauche. Son centre il est millimétré pour une superbe tête de Ganago qui a été très bon dans son entrée, dans ses propositions de déplacement dans les espaces. En tout cas, j'ai trouvé que c'était du très bon Ganago. Et surtout, sa tête, elle est magnifique et ça lui fait du bien. Clairement, c'est très bien. C'est très bien ce qu'a fait Ganago sur sa rentrée face à Montpellier. Voilà, le match globalement, je trouve qu'on l'a très bien maîtrisé en première mi-temps. On a mis le but qu'il fallait. D'ailleurs, j'ai mis la note de 7. J'ai mis la note de 7 à Montpellier, qui est une bonne équipe, hein, qui malheureusement après a pris une branlée face à Rennes ce week-end. C'est une équipe qui est pour moi en fin de cycle. Il va falloir que Montpellier recrute autour de TJ Savanier pour être à nouveau une équipe qui pourrait être, on va dire, crédible dans les outsiders pour l'Europe.
Maintenant, c'est compliqué de pallier 2 départs aussi énormes que Laborde et Delors. C'est compliqué, surtout qu'en plus et Delors et Laborde ont performé dans leur club. Alors à Nice, moins pour Delors où il est moins titulaire, mais Laborde en tout cas il a performé à Rennes et c'est compliqué quand tu perds tes 2 piliers en attaque d'enchaîner une bonne saison, mais en tout cas voilà, c'est une saison de transition pour eux, mais ils ont montré pas mal de belles choses avec des joueurs très intéressants en tout cas. Surtout le petit Leroy, là, le petit Léo Leroy qui est plutôt pas mal, mais enfin ça reste très très jeune, hein, très très jeune. Euh, c'est vrai que la deuxième mi-temps on est dominé, mais on n'est pas, on a maîtrisé tout et puis derrière on porte l'estocade à 2-0. Ce match-là, c'était le match qu'il fallait gagner pour recoller véritablement on va dire aux échappés dans la montée, puisque j'avais fait une métaphore cycliste. Là, c'était le premier virage du col hors catégorie. On l'a bien franchi. On recolle bien au groupe des échappés. Et puis, le deuxième virage était assez costaud, beaucoup plus pentu, puisqu'on se rendait au Paris Saint-Germain. Donc, match très important qui s'est déroulé hier. Aujourd'hui, on est lundi. J'étais pas serein. Mais en même temps, j'étais plutôt, comment dire ça, euh, dans une situation de se dire que c'était pas forcément mal si on perdait. Voilà. Parce que c'est les 4 matchs derrière qu'allait faire, et puis j'avais parié que les gros allaient un peu ralentir. On y reviendra après dans l'analyse et puis la projection. Ça n'a pas forcément été le cas, on y reviendra. Mais ce match-là était pour moi un match bonus. Mais ça a été plus que ça en fait. On va déjà aller sur l'équipe de base. Euh, clairement. Euh, c'est une équipe qui m'a assez plu. Les cas dans les buts, Danso au centre, ou non, si je dis ouais, Danso au centre, ou euh, vous à gauche et puis Gradit à droite pour remplacer bien sûr Medina ou deuxième titularisation. Euh, à droite, Jonathan Klaus, à gauche, retour de Frankowski, mais bon, il est tellement en forme que j'étais pas trop déçu, même si c'est vrai que je veux pas voir trop Frankowski à gauche. Je pense que il fallait aussi ménager Machado parce que clairement c'est compliqué d'enchaîner les matchs quand t'as été blessé aussi longtemps, donc je suis assez d'accord sur le fait qu'il pouvait pas enchaîner trop. Au milieu de terrain, Doucouré et Fofana, ça change pas. Pereira d'Acosta qui a été plutôt bon. Euh, reconduit en numéro 10, et puis une attaque Sotoka Kalimwendo reconduite, qui a plutôt donné satisfaction. Donc ce 11 de départ me plaisait bien. Donc je me suis dit que pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. On va commencer les notes. J'ai mis la note de 7 à Jean-Louis Léca qui fait un bon match. Je trouve, il a fait les parades qu'il fallait. Il peut rien faire sur la frappe magnifique de Léo Messi. Après le reste, il a quand même permis sur ses sorties d'éviter quand même d'en prendre un deuxième avec des sorties plutôt bien senties. Le match est globalement bon. Moi, je trouve, après c'est mon avis, que depuis qu'il y a une alternance, les deux gardiens sont encore, Leka est meilleur. C'est-à-dire que depuis qu'il y a cette alternance entre les deux, Leka a haussé le ton et il est dans un degré de concentration quand même plus grand. Et ça rend meilleur les deux gardiens. Voilà. Comme quoi on peut alterner 2 goals et que ça se passe bien. Voilà. J'ai mis la note de 9 à Christopher Wu. Excellent match de Christopher Wu à l'origine du but égalisateur, hein, partout. Il a été énorme, il a réussi à résister aux énormes attaquants. D'ailleurs, Habib Beye l'a dit à plusieurs reprises, il fait un très très bon match. Et clairement, le truc est là, c'est que je pense que c'est l'avenir au poste de défenseur central du Racing Club de Lens. Il est très fort, il est très très fort.
dans ses distributions de ballon, dans ses sorties balle au pied, il a de la technique, de la vista, il commence à prendre des risques, mais de manière correcte. Il a sauvé pas mal de choses au niveau des duels, il gère quand même. Je trouve que c'est costaud, c'est très costaud. J'ai mis la note de... je vais être franc avec vous. Je le mets parce qu'il le mérite, je mets la note de 10 à Danso, c'est un match parfait. Après, avant sa sortie sur carton rouge, on y reviendra, pour moi il fait le match parfait. Il a réussi à tenir Mbappé, à l'empêcher de se mettre en position de tir, même à l'écarter, pour qu'il n'ait pas beaucoup d'angle pour frapper. Résultat, il n'a pas marqué, c'est très rare pour Mbappé. On l'a senti très agacé Mbappé parce qu'il a eu un grain de sel, un grain dans son rouage parfait, extraordinaire dans ses accélérations, mais Danso a vraiment pris un peu le dessus. Et pour moi, s'il sort pas, il fait une prestation parfaite, donc je mets 10. J'ai mis la note de 9 à Grady parce qu'il fait un excellent match. Pour moi, c'est un des défenseurs les plus sous-cotés de Ligue 1. Pour moi, c'est le meilleur défenseur qu'on ait recruté depuis 10 ans. Il a encore été très bon, il a subi des fautes, il a été excellent dans tous ses jugements, dans ses relances de ballon. Franchement, c'est pour moi l'avenir aussi du club, il faut pas qu'il parte. À droite, Cloche, j'ai mis la note de 6, match correct. Il était assez mécontent de sa presta, pourtant il a fait son job. Sur l'occasion qu'il a, il doit frapper plein fer, il doit pas essayer de la placer. Maintenant, on va pas non plus blâmer un joueur qui a tout donné depuis 2 ans sur des prestations. Il s'est pas trompé, il fait pas un mauvais match, mais après il a pas été très bon, il a été correct, il fait son match. Clairement, faut le dire. Faut le dire clairement. Moi, je le pense comme je le sens. Je trouve qu'il a fait son match. J'ai mis la même note à Frankowski, la note de 6. Il fait un match correct aussi. À gauche, c'est pas le même joueur. Mais après, il a fait son taf, il a bien défendu. Il repart à droite quand Machado arrive à gauche. En tout cas, voilà, le match est correct. Les deux pistons ont fait un match correct, donc c'est bien, c'est clairement bien. J'ai mis la note de 9 à Seko Fofana. Il fait un match excellent. Il a été énorme, techniquement, au-dessus du lot, au-dessus du milieu de terrain parisien. Des bons choix, des bons décalages, 2 superbes frappes qui mettent un peu en danger, même si elles sont pas cadrées, elles sont dangereuses. Et elles forcent un peu la défense parisienne à se méfier des frappes de loin. Il a subi beaucoup de fautes, ils ont eu du mal à l'arrêter sans faire faute. Franchement, excellent match de notre ami Seko Fofana. J'ai mis la note de 6 à Doucouré, le match est correct. Même si je l'ai trouvé un petit peu en dedans d'habitude, mais c'est pareil, il manquait un peu de rythme parce qu'il n'a pas joué avant. Donc voilà, mais sinon le match est correct. J'ai mis la note de 6 à Pereira da Costa. Le match est correct. Non, je me trompe. Non, en vrai, je suis un peu gentil. 5 à Pereira da Costa parce que j'ai revu le match. Pas mal de pertes de ballon. Hein. Pas mal de ballons balle donnée. Il était en dedans et le match est moyen. Après, c'est pas catastrophique, mais c'était pas un excellent Pereira da Costa, même s'il a su pas mal de fois s'extirper, réussir à dribbler, à orienter, mais c'était moyen. C'était moyen. Même note à Kalimundo, je trouve moyen aussi. Ça fait 2 matchs, il est moins bien, mais ça reste quand même un danger. Face au PSG, il a pas su montrer les choses. Il fait une frappe un peu écrasée. Bon. Après, on va pas le blâmer. Moi, je trouve qu'il fait une très bonne saison pour un gamin. Il est amélioré de ses stats de but. Maintenant, il y a un truc qui trompe pas chez ce gamin-là. C'est comment il embrasse le blason quand il y a match nul, quoi. Je pense pas que c'est feinté. Je pense que c'est sincère et ça sort du cœur. Et ça peut donner un indice
sur l'avenir de ce gamin-là dans ses choix de carrière. On y reviendra après. On y reviendra après parce que le public parisien, on y reviendra après, c'était catastrophique. Et le sifflet Kalimundo, bah c'est qu'ils ont rien compris. Mais enfin, tant pis pour eux, hein, on s'en fout. Hein. J'ai mis la note de 7 à Sotoka, qui fait un bon match, qui est heureux. Il a explosé là. On a récupéré le Sotoka du début de saison. Je pense qu'il ne peut pas être plus meilleur que quand il joue en pivot dans un 3-4-1-2, c'est tout. Un nombre incalculable de ballons pris, il a réussi à bien orienter le jeu, il a subi pas mal de fautes, ce qui a permis aussi d'acheter le jeu et d'éviter de Paris d'installer un certain rythme. Voilà, il fait un bon match, et c'est comme ça qu'il doit finir sa saison. Il a prolongé en plus, et voilà, il fera partie de l'ossature de l'équipe l'année prochaine, surtout à ce niveau-là. En étant à ce niveau-là. Au niveau des remplaçants, alors, c'est 8. Ah, même pas, c'est 9. C'est 9, excellent. Excellente rentrée des remplaçants. Je mets 9 à tout le monde parce que déjà Ganago, je trouve qu'il a fait pas mal de choses. Il a pas mal réussi de dribble pour s'extirper. Il a pas mal gardé les ballons. Excellente rentrée de Machado parce que j'ai trouvé qu'il avait été vif et il est à l'origine de l'égalisation en faisant une superbe passe. Alors elle est bien appuyée mais elle est super belle. Wesley Saïd parce que c'est lui qui fait la passe croisée, elle est magnifique, hyper bandante. Voilà, c'est pareil, Wesley Saïd il revient au bon moment, la passe elle est super sentie sur le superbe appel de Machado qui colle terriblement à ce que veut Francaise, c'est-à-dire un piston hyper offensif, capable de se projeter et de bien sentir les coups. Ben, franchement, voilà, pour moi c'est l'avenir du club aussi, Machado, hein, en titulaire, clairement. Et puis Coco Jean, excellent, parce qu'il la met bien au fond. C'est lui qui est à l'origine de la récupération du ballon. C'est pareil, je sais pas son avenir, mais en tout cas c'est une solution crédible en piston droit, mais c'est vrai que c'est le 3e choix. Maintenant, on verra bien s'il reste ou s'il s'en va. En tout cas, s'il s'en va, il trouvera une place ailleurs. Il peut avoir le niveau en piston droit. En tout cas, il a été très intéressant et il faut le mettre, son but. Donc voilà, excellente rentrée des remplaçants. Vraiment très très bien. Très très bien. Je mets la note de 10 à Francaise parce que le coaching est parfait. Ses ambitions étaient parfaites. Même à 1-0, il a pas arrêté d'haranguer. Même à 1 partout, il engueule Saïd parce qu'il veut qu'il prenne la profondeur, parce qu'il croit qu'il peut faire 2-1. C'est un génie, ce coach-là. Un génie sans expérience du haut niveau, c'est un génie. Faut qu'on le garde, faut qu'on le prolonge. Il colle totalement à l'esprit lensois. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui colle autant à cet esprit lensois. Mais en tout cas, son coaching est parfait. Et avec un groupe au complet, il a beaucoup plus de solutions et il est beaucoup moins stressé dans ses remplacements. En tout cas, son coaching est toujours... son coaching fait toujours la diff. Franchement, en ce moment, avec son groupe au complet, il fait la diff dans ses coachings. Clairement. Bah, j'ai mis la note de 1. Match catastrophique des Parisiens. Si vous voulez perdre ce match, ils n'auraient pas fait autrement. Dans une ambiance délétère de merde. 0 pour ces enfants pourri gâtés de saloperies de Parisiens qui n'ont même pas fêté un 10e titre qui fait de Paris une équipe historique du championnat de France. Comment voulez-vous? Mais après, vous imaginez les publics des autres gros clubs s'ils font la gueule à chaque fois qu'ils gagnent pas la Ligue des Champions. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment que Paris montre les dents par rapport à son public en disant on gagne 10 championnats, quoi. Alors ils sont partis faire la teuf à l'extérieur du stade, mais c'est honteux. C'est honteux. Et puis siffler Kalimundo, c'est honteux. C'est honteux, voilà. Alors on va revenir sur le match. Alors, j'ai pas mis la note de l'arbitre, mais des 2, 2, mais on va y revenir dans l'analyse. 2, très mauvais match. Très mauvais match de l'arbitre. C'est con parce que l'arbitrage de Montpellier avait été très bon. D'ailleurs, c'était qui merde. Ah, je sais plus. Merde. Lissorg? Je crois que c'est Lissorg, non? Je crois que c'est Monsieur Lissorg, mais bref. Mais il avait fait un bon arbitrage. Là, très mauvais. Alors on va commencer par l'analyse.
c'est vrai qu'on démarre ce match en ayant un petit peu peur. Moi, j'ai senti un peu l'équipe tendue, et puis il y a eu des occasions parisiennes, et puis derrière, on enchaîne, et on en a aussi, même des occasions de marquer. J'ai trouvé ça très frustrant. Mais dès la 7e minute de jeu, on s'est fait enculer clairement par Delerue, parce que le carton jaune est immérité. Et derrière, en fait, il est incapable de restaurer un équilibre dans cet arbitrage. C'est-à-dire que logiquement, si tu mets un jaune à Danso pour une faute qui méritait pas jaune, derrière tu dois mettre des cartons jaunes à des fautes qui méritent carton jaune. C'est-à-dire que derrière, il a tellement, et ça je suis d'accord avec Rémi, l'arbitre, qui a officié un peu sur Twitter, il s'est tellement peut-être enfermé dans le fait qu'il a été trop sévère qu'après il est devenu trop laxiste, et en fait ça a rendu encore pire sa prestation, parce que s'il met des cartons jaunes en première mi-temps à Ramos, à Nuno Mendes, à la simulation de Neymar, j'aurais été peut-être moins dégoûté, parce que je me suis dit, il est dans la cohérence de dire clac, des fautes un peu chaudes, bam. Ben, résultat, c'est n'importe quoi. Alors, on finit à 0-0, cette première mi-temps, et je suis assez frustré parce que je me dis, putain, on aurait pu marquer. Parce qu'on en avait clairement les occasions pour. Et puis vient la deuxième où Paris accélère un petit peu, on se fait un peu noyer. Et là, Danso sort un tacle un peu barbare où il glisse un peu sur le ballon mais il emporte tout. Et ça, ce carton jaune là, oui, il est mérité. Sauf que ça a une très grosse incidence parce que comme il a mis un jaune immérité avant, ben Danso se fait expulser. Et après, ben on est à 11 contre 10. On est à 10 contre 11 et derrière on prend un but magnifique de Messi et je me dis bah voilà, on va perdre 1-0 voire même 2 ou 3-0 parce que derrière on va se livrer parce que Francaise est de ce genre là et puis voilà quoi, le match est gâché parce que ça tue le match. Et en fait Paris joue plus, voilà, Paris joue plus, Paris snob. J'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse parce que je me suis dit bah il pense que le match est gagné et Francaise, lui, il le sent, ça. Et il harangue tout le monde en disant, allez, il faut jouer, parce que là, il joue plus, nous, on joue. Et bizarrement, j'ai senti les Parisiens commencer à craindre un peu. Parce qu'à un moment donné, Marquinhos doit monter sur les coups francs, il veut pas monter. Il a peur. Il le sent, il sent qu'il va se prendre un compte de merde, que Seko Fofana, il est capable de dribbler 4 joueurs et de se retrouver devant la surface et de servir un attaquant, égalisation. Et puis, les changements de Francaise me plaisent. Il fait rentrer Machado, il glisse Frankowski à droite. Klose, bah, il est pas content de sa presta. Bon, après, il fait un match correct, mais je peux comprendre parce que j'ai trouvé qu'il avait été un petit peu en deçà de ce qu'il a montré avant. Mais il reste toujours correct dans ses prestas. Et au final, sur 2 matchs, il fait une passe D. Donc, clairement, c'est toujours du bon Jonathan Klose. Et à ce moment-là, Machado commence à récupérer des ballons à gauche et à remonter les ballons. Je me dis, ben peut-être que. Et Ganago était rentré aussi. Et Ganago, pareil, au niveau des dribbles chaloupés, il arrive à se dégager et à créer des espaces et des décalages. Je me suis dit, putain, on va peut-être réussir à les entuber quand même. Et quand il fait rentrer Coco Jean et Saïd, je me dis là, il va à l'abordage. Tant pis, il reste 5, 6, 7 minutes, il y va. Et le but, la construction, elle est magnifique. Je veux dire, bonne récupération de Coco Jean, qui décale Wu, il arrive à temporiser, il lance superbement Wesley Saïd qui a dédoublé et Machado rentre un petit peu dans l'axe. Derrière, il y a un superbe appel croisé. Pour moi, c'est travailler à l'entraînement parce que ça arrive souvent, ça. Hein, les attaquants qui dézonent et puis le piston qui rentre dans la surface et qui dédouble. Et derrière, la passe, elle est magnifique de Machado. Première passe décisive de Machado. Et puis derrière, Coco Jean, c'est tout un symbole. Le mec, c'est un battant, il a jamais rien dit, il pense qu'à l'équipe. Après, voilà, il a été hyper critiqué parce qu'il a pas mal bouffé la feuille, mais c'est très compliqué. Alors on va pas revenir parce que je l'avais défoncé, il y a des buts qu'il devait mettre et il est total plus en confiance en tant qu'attaquant. Mais c'est vrai que quand il était rentré en piston à gauche, il avait apporté des trucs. Quand l'équipe revenait bien fin janvier. Et malheureusement il se blesse. Mais franchement,
il a jamais démérité à l'entraînement, les retours sont toujours bons, c'est un battant. Et ce but-là, en fait, ça lui fait du bien. Et il a parlé que collectif. Donc voilà, il sait très bien qu'il est, il est derrière tout le monde dans la hiérarchie parce que les autres sont très bons et ont fait une super saison. Mais ça n'empêche, il est là, il y va quoi. Donc c'est un match nul mérité. La projection, en fait, comme on est lundi, on a les résultats. Les gros ont gagné. Voilà. Rennes, Monaco, Nice ont gagné. Ce qui veut dire que il y a toujours, je crois, 5 points d'écart entre nous et les équipes qui jouent la troisième place. Ce qui est très compliqué parce que pour clairement dépasser une de ces équipes, faudrait qu'il y en ait un des trois qui ne gagne que 2 matchs. Ouais, 3 et 3, 6, 59. Ouais, c'est ça. 3 et 3, 6, 59 et 6. Ouais. Attends, parce que je suis en train de calculer. Ouais, voilà. Pour vraiment bien faire, il faudrait qu'une de ces 3 équipes ne gagne que 2 matchs, ne fasse que 6 points sur les 4 derniers matchs. Pour qu'on leur passe devant. Mais quand on leur passe devant, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne nos 4 matchs et eux qui ne fassent que 6 points. C'est très compliqué. Voilà, alors après, si on fait un calcul de polichinelle, on pourrait gagner 3 des 4 derniers matchs. Ça voudrait dire faire 9 points. 54 et 9, ça fait 63. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils fassent que 3 points sur les 4 prochains matchs, ce qui est tout littéralement impossible. Donc pour moi, c'est plus des cibles, à moins qu'il y ait un écrasement total, possible, hein. Surtout que certaines de ces équipes affrontent Lyon. Mais ça me semble impossible. Pour moi, ces 3 équipes-là, elles sont tous les 3 à jouer leur troisième place et nous on est derrière. Par contre, la seule équipe qui pour moi est à portée de fusil, c'est Strasbourg et la 6e place. Ce qui veut dire aussi qu'il faudrait attendre des résultats pour être européen au cas où. Mais voilà, Strasbourg a perdu à Lille, avec un Lille très faible. Ce qui veut dire qu'on a repris un point sur eux. Aujourd'hui, ils doivent être à 56 points, si je dis pas de bêtises. Je crois, hein, si je dis pas de conneries, ils doivent être à 56 points. Ou 55 points. Non, 56 points, je crois. Je pense que c'est ça. Je pense ils sont à 56 points. Ils doivent gagner contre Paris pour ne pas être recollés au classement. Voilà. Ils doivent ne pas perdre contre Paris. S'ils perdent contre Paris, on est 6e. Voilà. Si on gagne contre Nantes, bien sûr. Donc il faut absolument qu'ils jouent le match nul. Parce qu'au goal average, je crois qu'ils sont au-dessus de nous, parce qu'ils ont un bon goal average. Maintenant, voilà. Le tournant, il est là. C'est Lens-Nantes et c'est Strasbourg-Paris. Si Paris y va en respectant la Ligue 1, il y a des chances que Strasbourg ne gagne pas, voire même perdre ce match. Voilà. Mais ils ont la pression, Strasbourg. C'est sûr que s'ils gagnent le match contre Paris, ils resteront 6e, c'est fini. Parce qu'après, ils ont un super calendrier. Il n'y a que la fin contre Marseille. Mais Marseille, je pense, n'a qu'une victoire, je crois. Ils sont à 65 points, je crois, hein, si je dis pas de non. Ouais. Ils ont 6 points d'avance. Je crois qu'ils ont 6 points d'avance. Donc s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs, s'ils gagnent 2 matchs, ouais voilà, ils sont à 65 points. S'ils gagnent 2 matchs sur 4, s'ils gagnent au moins, il suffit de gagner 2 matchs sur les 4 prochains pour être en Ligue des Champions. Donc je pense que ça sera décidé. Je pense même qu'ils jouent Lyon, donc s'ils gagnent contre Lyon, je pense ils font un pas pour la Ligue des Champions, je pense que c'est presque fini. Donc Strasbourg jouera à Marseille qui ne jouera plus rien en fin de saison. Donc ils reçoivent Marseille, je crois en plus, hein, parce que là ils vont à Paris, ils reçoivent Paris, ils vont je sais pas où. Donc c'est vrai que c'est le match contre Paris qui va être hyper important. Je pense que c'est le match pour eux pour jouer l'Europe, clairement. Et nous, malheureusement, on doit penser à ce match-là.
je vois pas les trois devant nous. Enfin, je vois pas les 3 devant Strasbourg s'écrouler. Voilà. Donc clairement, je pense que c'est impossible. Après, il peut y avoir des pertes. On se rapprocherait, mais on serait trop loin quand même. Donc le calcul est clair. C'est la prochaine journée, il faut une victoire obligatoire face à Nantes et que Strasbourg perde face à Paris. Voilà. Parce que après, pour être sincère, si Strasbourg fait match nul, ils seront à 57 points et nous on sera à 57 points également. Mais on aura un moins bon goal average. Donc voilà. Après ça jouerait ça pourrait se jouer sur les trois prochains matchs en sachant que Strasbourg a quand même un super calendrier par rapport à un calendrier favorable quand même. Je pense que en plus nous on jouerait une finale face à Monaco parce que je pense que ça jouera la toute dernière journée, la 3e place à mon avis, à moins qu'il y en ait un des 3 qui s'écroule. Mais si on a un des 3 qui s'écroule, on pourrait peut-être je dis bien être 6e, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc pour moi, la prochaine journée, elle est décisive pour Strasbourg, qui ne doit pas perdre face au PSG. Il faut faire très attention parce que ils pourraient prendre une branlée face au PSG. Ça changerait beaucoup de choses pour eux parce que voilà. Donc c'est un match qu'ils doivent absolument. Voilà, c'est le match qu'il faut qu'ils gagnent. Après, Strasbourg a largement les moyens de gagner contre les autres équipes, qui sont que des équipes qui jouent leur maintien. Maintenant, après, ça sera des matchs de fou, mais je pense qu'ils ont largement les capacités de les battre. Voilà. Alors, la projection, c'est ça, et puis on va faire une petite info mercato. Je pense que la plupart des Lensois l'ont vu. Jimmy Cabot va signer à Lens pour 2 millions d'euros. Apparemment, info l'équipe, c'est fait. Moi, je trouve que c'est à l'image du mercato lensois, c'est une idée du mercato lensois, c'est-à-dire faire des coups pas chers sur des joueurs qui pour moi sont des joueurs confirmés. Jimmy Cabot a toujours été bon à Lorient. Il était plutôt ailier offensif, alors après j'aimais pas trop parce que des fois il était un peu perso. Et il a été repositionné piston droit à Angers, avec pas mal de réussite. Il a fait 6 passes décisives avant de se blesser. Il suivait le rythme de Jonathan Klaus, je trouve. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et il a une bonne mentalité. Après, c'est un compétiteur, donc en match, c'est toujours, c'est un chaud lapin. Mais c'est un mec qui a une très bonne mentalité. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Klaus va partir? Parce que c'est de ça dont on parle tous, en fait. Pas forcément. Maintenant, les infos qui circulent, et puis moi, le retour que j'en ai, parce que, bon, j'ai un pote, voilà, j'ai un pote qui est qui est un peu dans le, j'ai un pote qui est un peu dans le truc du club, mais pas vraiment. Je peux pas trop en dire parce que je veux pas que ça y porte préjudice, mais voilà, il est dans la nébuleuse RC Lens, de près ou de loin, j'irai pas plus loin que ça. Et il m'explique qu'en fait, il y a rien de fait. Il y a rien de fait, les discussions n'ont pas avancé, mais il y a toujours des négos. C'est-à-dire que il y a toujours une phase de négociation, ce qui veut dire que il est pas parti. Il négocie pas un transfert, il négocie une prolongation. Donc pas forcément certain que Klaus s'en aille, ce qui changerait la donne techniquement, parce que ça voudrait dire que Cabot est recruté pour faire quoi? Pour être la doublure de Klaus, ce qui voudrait dire que Frankowski resterait à gauche, avec comme doublure Machado, parce que je pense que Machado a montré des choses. Maintenant, on parle pas de doublure, parce qu'avec Francaise, il n'y a pas vraiment de doublure. Ça voudrait dire qu'il y a 2 doublettes, une à droite, une à gauche. Le souci étant qu'à droite, il n'y a pas vraiment de doublette, puisqu'il n'y a personne derrière Klaus, puisque c'est Frankowski, et que derrière, le 3e, ça serait Brian Pereira. Je pense que Cabot a peut-être été recruté pour être la doublette à droite, ce qui fixerait, je pense, Frankowski à gauche, c'est l'idée qu'a Francaise, avec un Machado, c'est-à-dire je pense une concurrence de chaque côté des 2 pistons.
Mais ça donne quand même un état, enfin, un parfum du mercato lensois. Ça va être des coups comme ça, et avec beaucoup d'économies, je pense, au niveau transfert, pour tenter des gros coups, on va dire, sur des offensifs, parce que c'est clairement le gros chantier du Racing Club de Lens la saison prochaine, c'est l'attaque, parce que on a une bonne attaque en Ligue 1, mais le problème c'est qu'on n'a pas de bon attaquant, à part Kalimundo, mais Kalimundo c'est un pré sec. Maintenant, j'y reviens par rapport à l'embrassade du blason. J'ai quand même l'impression que le gamin est en train de réfléchir à sa carrière et qu'il se plaît vraiment à Lens. Et que quand t'embrasses ton blason, c'est que tu l'aimes ce blason. Et pour moi, il l'a fait de manière extrêmement naturelle. Pour moi, je pense que Kalimundo doit réfléchir à son avenir. Il va peut-être demander à ce qu'il y ait des négos pour qu'il vienne à Lens. Maintenant, s'il vient à Lens, ça sera plus de 10 millions d'euros, c'est sûr et certain. Le PSG ne le bradera pas, surtout qu'il a été prolongé. Donc à mon avis, on a pour au moins 10 millions d'euros. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, les quelques coups sur les postes à doubler seront des coups à 2-3 millions d'euros maxi. Maintenant, je pense que Seko Fofana va partir à 95%, à moins qu'on joue la Ligue des Champions. Voire peut-être la Ligue Europa, mais ça m'étonnerait parce que s'il a une offre en Ligue des Champions, il partira. Et je pense qu'on va tripler la mise, c'est-à-dire qu'on va au moins le vendre 30 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'à mon avis, on a de quoi faire et on va sûrement en vendre un deuxième. Je pense à Doucouré, voire Medina. Je pense qu'on va atteindre une enveloppe assez costaude et que si on met des 2 millions d'euros, on est capable de mettre 10 millions sur un MO. D'ailleurs, pour Eba signerait gratuitement. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ça sera plutôt des attaquants. Je pense qu'on peut mettre 10, 15, voire 17. Pour moi, on va mettre entre 15 et 20 millions d'euros sur deux attaquants. C'est mon avis personnel. Je pense qu'on prendra au moins des attaquants au-dessus de 5 millions d'euros, entre 6 et 10 millions d'euros. Donc, je pense qu'il y a la place pour. Voilà. Voilà un petit peu pour les infos mercato. Je vous dis à très bientôt. Je vais mieux gérer les phases à 3 matchs. On se dit à bientôt pour Nantes. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner. Ça serait extraordinaire d'enchaîner une victoire et d'être invaincu depuis 6 matchs. C'est, voilà, super cool. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, bonne soirée.